Et si l'ingénieur qui a passé sa carrière à extraire du pétrole était en fait la personne clé pour l'enterrer pour de bon? C'est l'histoire assez folle d'un métier qui se retrouve au cœur de notre futur énergétique. Alors, voilà le grand écart. D'un côté, on a ce qui fait tourner nos usines, nos transports, bref, notre monde, qui carbure encore beaucoup aux énergies fossiles. Et de l'autre, une idée un peu folle mais géniale, et si on prenait le CO2, ce déchet dont on ne sait que faire, et qu'on le renvoyait tout simplement d'où il est venu, hop, sous terre. Le défi est absolument énorme, hein, et les chiffres sont là pour le prouver. Presque un tiers de nos émissions de CO2 vient juste de la production d'électricité et de chaleur. On rajoute à ça les poids lourds de l'industrie, comme le ciment et l'acier, et on voit tout de suite où se situe le cœur du problème. C'est là qu'il faut agir. Bon, qui sont les experts qui jonglent avec tout ça, à la croisée des chemins entre l'énergie d'hier et l'environnement de demain? On va s'intéresser à un profil bien particulier, l'ingénieur de gisement. Et tenez-vous bien, leur valeur sur le marché, ça donne le tournis. On parle de plus de 200 000 $ par an. Et attention, hein, ce n'est pas le salaire d'un ponte en fin de carrière, non, c'est la moyenne. Ça vous donne une petite idée de l'importance stratégique de ce poste. On les appelle les savants du sous-sol, et franchement, le terme est bien trouvé. Imaginez un peu, leur bureau, c'est à des kilomètres sous nos pieds. Leur job, c'est de deviner, de prédire comment des gaz et des liquides se comportent dans un monde totalement invisible qu'on ne peut qu'imaginer à travers des modèles informatiques. Mais alors, pourquoi on se les arrache? C'est simple, ils ont une double casquette. D'un côté, ils sont ultra pointus sur la technique, mais de l'autre, ils parlent le langage du business, de la rentabilité. Et ça, c'est ce qui fait que tout le monde les veut. Les boîtes d'énergie, bien sûr, mais aussi les grosses banques d'investissement qui mettent des milliards sur la table pour ces projets. Ok, mais dans le concret, ça ressemble à quoi leur quotidien? C'est quoi leur botte secrète? Allez, on ouvre un peu leur boîte à outils. Au cœur de tout ça, il y a un outil au nom un peu barbare, l'équation du bilan matière. Mais en fait, l'idée est toute simple. Pensez à un énorme compte en banque, mais souterrain. Cette équation, c'est leur relevé de compte. Ça leur permet de savoir exactement ce qui rentre et ce qui sort. Chaque goutte de pétrole extraite, c'est un retrait. Chaque molécule de CO2 injectée, c'est un dépôt. Et tout doit être parfaitement équilibré. Et ce n'est pas juste de la théorie pour se faire plaisir, c'est du très concret. Toute la journée, ils sont sur des simulations, ils essayent de prévoir la production, ils ajustent les plans. Chaque décision, chaque petit calcul peut faire la différence entre gagner des millions ou en perdre tout autant. La pression est énorme. Ok, donc on a bien compris leur expertise, ce sont les maîtres pour sortir des choses du sous-sol. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que maintenant, on leur demande de faire l'exact opposé. La nouvelle mission, ce n'est plus de sortir des ressources, mais au contraire de remettre notre carbone sous terre. Un sacré retournement de situation, non? Cette technologie, c'est le fameux CSC, pour captage et stockage du carbone. Sur le papier, le principe est presque enfantin. Au lieu de laisser le CO2 des usines s'échapper dans l'air, on le chope juste à la sortie. Et le potentiel est dingue. On pourrait comme ça supprimer jusqu'à 90% des émissions de certaines industries. Alors, comment ça marche en pratique? En fait, c'est toute une chaîne. D'abord, on attrape le CO2. Ensuite, on le comprime et hop, on l'envoie dans des pipelines. Et l'étape finale, c'est de l'injecter super profond sous terre dans des roches qui vont le garder prisonnier pour des milliers d'années en principe. Et ça, ce n'est pas un film de science-fiction, hein. Ça existe déjà. Prenez le projet Sleipner, en Norvège. Ils font ça depuis 1996. Et grâce à des techniques sismiques, on peut suivre presque en direct le CO2 qu'ils ont injecté. On voit la bulle de gaz qui s'étale et qui se stabilise. C'est un peu comme une échographie du sous-sol. Et ça prouve que stocker du carbone de façon sûre sur le long terme, c'est possible. La techno existe, la preuve est là. La vraie question, c'est comment on passe à la vitesse supérieure? Comment on fait ça partout dans le monde? Eh bien, la réponse est un peu ironique en fait. Les experts parfaits pour ce job, on les a déjà. Ce sont nos fameux ingénieurs de gisement. Et c'est là que ça devient génial. Regardez bien, d'un côté, les compétences pour sortir le pétrole et le gaz, de l'autre, celles pour stocker le carbone. C'est la même chose. Sélectionner un site, le modéliser, gérer l'injection, forer, c'est un copier-coller. C'est le même savoir-faire, mais appliqué à l'objectif inverse. C'est assez fou quand on y pense. Et les pros du secteur le disent eux-mêmes. L'industrie pétrolière, un peu sans se rendre compte, a passé des dizaines d'années à mettre au point la panoplie complète du parfait stockeur de carbone. Le forage, les modèles 3D du sous-sol, la gestion des puits, tout est sur l'étagère, il n'y a plus qu'à s'en servir pour une nouvelle mission. Allez, un exemple tout simple pour bien visualiser. Vous voyez cette opération de forage. Hier, le but du jeu, c'était de trouver de l'or noir. Aujourd'hui, on pourrait avoir exactement la même scène, les mêmes machines, mais avec une mission complètement différente. Vérifier si on peut y enterrer du CO2 pour de bon. C'est arrivé au Canada.
Une boîte voulait recycler un vieux gisement de gaz pour y stocker du carbone. Super idée sur le papier. Ils ont appelé des ingénieurs de gisement qui ont tout analysé et, verdict, mauvaise pioche, le site n'est pas bon. Résultat des courses, ils ont évité de jeter des millions de dollars par les fenêtres dans un projet qui n'aurait jamais marché. Du coup, tout ça pose une question assez vertigineuse. C'est quoi l'avenir de ce métier, au fond? Est-ce qu'on parle juste d'une petite reconversion ou d'une révolution complète? Et ce dilemme, les jeunes se le posent vraiment. On a vu un étudiant sur Internet qui demandait conseil. Il adore la géologie, mais hésite à aller vers l'ingénierie pétrolière. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le choix n'est plus aussi simple. Il peut prendre cette même passion et la mettre au service d'un tout autre projet, la gestion de notre énergie future. D'ailleurs, l'industrie elle-même commence à bouger. Les entreprises réalisent que leur plus grand trésor, ce n'est pas le pétrole, mais bien le cerveau de leurs ingénieurs. C'est cette expertise qui est la clé pour réussir leur virage vers la transition énergétique. C'est une compétence en or, prête à être redéployée. Au final, cette histoire est fascinante. Elle nous dit que notre ressource la plus précieuse, ce n'est peut-être pas une matière première qu'on extrait, mais l'intelligence humaine qui sait comment le sous-sol fonctionne. La question clé, ce n'est donc plus de savoir si on a les compétences techniques pour faire face aux défis qui nous attendent, on les a. La vraie question, c'est aura-t-on la volonté de les utiliser pour la bonne mission, avant qu'il ne soit trop tard?